Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la troisième édition de notre nouvelle émission Sans Tabou qui est dédiée aux Tunisiens à l'étranger. Une espèce de récap de l'actualité qui passe le dimanche sur le Al Janoubi. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler du vote de confiance obtenu par le gouvernement Mechichi au Parlement, de la guerre au sommet de l'État, la guerre de tous contre tous. Et bien sûr, on va parler aussi des conditions de vie des Tunisiens à l'étranger, de nos représentations diplomatiques qui sont en train de se clairsemmer et de rétrécir comme peau de chagrin. Et bien sûr, on va parler de culture à tout honneur, tout honneur. Nous avons comme invité Madame Zeynep Farhat, agitatrice culturelle, actrice culturelle. En même temps, elle porte plusieurs casquettes parce que elle bouge énormément dans le domaine de la culture. Les gens de la culture sont les législateurs du goût, ce sont les arbitres des élégances. Et donc, on va parler avec Zeynep Farhat qui va nous accompagner pour, bien sûr, parler de cette actualité brûlante en Tunisie au cours de cette semaine, mais aussi des perspectives d'évolution culturelle avec les changements incessants qu'on a actuellement au niveau du ministère des Affaires culturelles. Donc, sans transition, on va passer au générique de l'émission, puis à l'édito Le Sofiane, que j'ai intitulé aujourd'hui « La guerre de tous contre tous ». Cette semaine, il y a eu le vote de confiance pour le gouvernement Mechichi au Parlement tunisien. C'est le 12e gouvernement qu'on a depuis 2011. Maintenant, on a atteint le chiffre faramineux, disons-le bien, de 402 ministres. Jusqu'à maintenant, nous avons 402 ministres et secrétaires d'État. Bourguiba, en 30 ans de pouvoir, avait eu 137 ministres. C'est pour comparer un peu. Peut-être que les époques ne sont pas les mêmes, mais la Tunisie est le pays qui compte le plus de ministres au monde proportionnellement à sa population. Mais aussi, j'ai voulu intituler cet édito « La guerre de tous contre tous » en pensant à un fameux livre de Thomas Hobbes, qui a fondé la pensée politique moderne, qui est le Léviathan. C'est un monstre marin, où il dit, dans ce livre, il y a deux idées essentielles. L'homme est un loup pour l'homme, et il y a toujours constamment la guerre de tous contre tous. Dans ce pays, on a inventé l'équilibre catastrophique au niveau des institutions. Nous avons trois présidences, et trois présidences qui se neutralisent. Et on a vu que la passation du gouvernement n'a pas été de tout repos. Le vote de confiance aussi. Donc ça ouvre la voie à une atmosphère, disons-le, florentine, où il y a toujours des coups bas, où il y a des pots de banane, où il y a des alliances et des contre-alliances qui se défendent au fil des jours, comme on change de chemise, si tant est qu'il y ait des personnes au niveau de la classe politique qui changent de chemise parce qu'ils portent tous pratiquement la même robe, surtout idéologique. Il y a beaucoup d'abcès de fixation. Le président de la République, lors de la session au Palais de Carthage de prestation de serment des membres du gouvernement, avait réagi de manière, pour certains, intempestive, pour d'autres, c'est une sainte colère, où il a exprimé sa colère vis-à-vis de ce qui est en train de se tramer dans les coulisses, de ce qui est en train d'être ourdi dans des rencontres la nuit, comme il a dit. Il y a des gens qui sont en train de comploter et il a dit qu'il y a des personnes dans la classe politique, dans les partis politiques dominants sur la place politique tunisienne qui font allégeance à l'étranger, qui sont des pro-sionistes et beaucoup de choses de ce genre. Et il a parlé même de trahison. Il a dit « je vais réagir, je ne vais pas me taire, je vais éclairer l'opinion incessamment sur cela ». Bien sûr, ça peut faire le pain béni des journalistes, vu que ce qui intéresse un journaliste sur le train qui déraille plutôt que le train qui arrive à l'heure, c'est l'homme qui mord le chien plutôt le chien qui mord l'homme. Mais ça crée aussi des angoisses du lendemain pour les Tunisiens. Actuellement, on a le Covid-19 a pris de l'ampleur ces derniers temps. On a des régions véritablement sinistrées. On a eu le couvre-feu dans certaines régions du pays. On a la rentrée scolaire et on a surtout ces conditions économiques et sociales qui se dégradent au fil des jours parce que les 12 gouvernements
bien sûr, on donne un préjugé favorable au nouveau gouvernement, mais du moins les 11 gouvernements qui se sont succédés jusqu'ici depuis la révolution de 2011 n'ont pas été à la hauteur des attentes des Tunisiens. Les riches se sont enrichis et les pauvres se sont appauvris et la situation est en train d'empirer au fil des jours. Mais il y a surtout ce nouvel élément, c'est-à-dire moi j'appartiens à une génération née après l'indépendance où les gens ont toujours cru que leurs enfants, à juste titre d'ailleurs, ils ont cru, malgré la nature des régimes qui étaient répressifs, ils ont cru que leurs enfants vivront mieux qu'eux. Mais là, nous, on a tous peur pour nos enfants. Et bien sûr, les Tunisiens aussi à l'étranger, qui sont plus d'1,5 million personnes, qui sont laissés pour compte de tout cela. Il y a quelques slogans cache-misère, qu'agitent de temps en temps quelques politiciens ou politicards, vous le prenez quand vous voulez, mais réellement, il n'y a pas de véritable politique soutenue pour ces 1 million, à peu près 700 000 Tunisiens qui vivent dans de nombreux pays, essentiellement en Europe, dans les pays du Golfe, dans les Amériques et en Asie, et en Afrique aussi, et qui sont laissés pour compte de sous le système politique, à telle enseigne que les Tunisiens reprennent à leur compte ce que disaient les Algériens auparavant de leur pays. Ils disaient Bled Miki, c'est un pays de bande dessinée ou bien de cartoons où il ne faut jamais croire ce que disent les gens. Bien sûr, pour certains, la politique, c'est l'art pour des gens sans principe de guider des peuples sans mémoire, mais la société civile est là, les médias sont là, les consciences vives sont là, pour rappeler au bon souvenir de ces politiciens que la tâche première d'un politicien est de servir la République, la Respublica, et de servir l'intérêt commun. On parlera bien sûr au cours de cette émission avec notre invité, avec d'autres invités aussi qui nous rejoindront par Skype, de justement, on a plus de 20 ambassades maintenant qui sont vacantes à telle enseigne, et que Paris, par exemple, il y a le consulat général d'une ambassade vacante, la conférence des ambassadeurs ne s'est pas tenue, et il y a beaucoup de consulats aussi qui sont vacants. On se demande si l'État tunisien pense bien à défendre ses intérêts à l'étranger et surtout les intérêts de la colonie, entre guillemets, c'est-à-dire de ressortissants tunisiens qui vivent à l'étranger, qui sont de véritables ambassadeurs du pays et de véritables têtes de pont aussi, vu qu'il y a des gens qui représentent le pays mieux que les politiciens ou les politicards. En tout cas, on devra un jour sortir de cette guigne qui fait qu'il y ait cette guerre de tous contre tous pour revenir aux fondamentaux de la République. Les partis, bien sûr, c'est une pierre angulaire du système politique. Encore faut-il qu'il œuvre pour l'intérêt supérieur du pays, de la nation et du peuple, parce que c'est quoi un État? C'est un pouvoir constitué, c'est un espace géographique et aussi une population. Et donc, je crois que c'est le dernier des soucis de nos politiciens actuellement, vivement, qu'on revienne aux fondamentaux de la République. Il est aberrant qu'au nom de la Révolution, on soit en deçà au niveau économique, social et au niveau de l'intérêt pour la population tunisienne où qu'elle se trouve, en deçà de ce que faisaient les anciens régimes, qui n'étaient pas des régimes démocratiques. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette révolution. À bon entendeur, salut. On passe maintenant à interview, actualité, avec, bien sûr, commentaires sur l'actualité, avec notre illustre invité, Zeynep Farhat. Zeynep Farhat, bonjour. Bonjour Sofiane, merci pour l'invitation. Voilà, donc vous êtes actante culturelle, moi je dirais aussi agitatrice culturelle. Vous êtes aussi une illustre femme de médias, je vous connais depuis des décennies. J'ai accompagné justement, très jeune, quand j'avais les cheveux noirs comme un corbeau et j'étais mince à l'époque, la fondation de l'Espace El Théâtre. Donc vous présidez aussi une intersyndicale de ces espaces privés de promotion de la culture. Vous avez plusieurs casquettes. Rappelez-nous un peu votre activité associative, en plus de votre activité d'artiste et d'agitatrice culturelle, comme j'aime bien le dire. Alors je vais choisir, hein, parce qu'on est trop et on va me prendre pour une prétentieuse. Je suis présidente de l'association Zenoubia. Zenoubia en français c'est Zénobie, qui fut donc la reine de Palmyre, Tadmor en arabe. Et avec cette association-là, j'ai produit des pièces de théâtre. L'une dont je suis très fière, c'est la première pièce théâtrale dans le monde arabo-musulman qui parle de homosexualité et transgenre, ça s'appelle Oubour. J'ai produit aussi ce livre-là, donc je suis très fière, Bnet Siesa.
Oui, Voilà. ce livre-là, ça qui a été présenté récemment, on a déjà une image de ce livre, ils vont le passer Voilà. à la régie, Voilà celui-là. qui résume l'expérience de 5 femmes, 7. 7 femmes de l'association Perspective, l'organisation, Amel Tounsi, Perspective, le groupe d'études et d'action socialiste tunisien, qui ont été emprisonnées. Et récemment, à Théâtre, il y a eu justement une manifestation où elles sont venues pour témoigner aussi. Et c'est pour garder et raviver un peu la mémoire. Alors raviver, et je dirais même plus, nous avons, je pense, aujourd'hui la mission de réécrire l'histoire. Nous avons, tout le monde sait que celui qui écrit l'histoire, c'est le vainqueur, c'est pas le vaincu. Donc il y a toute une tranche de la Tunisie sur laquelle je pousse mes amis et camarades à travailler, les historiens, les chercheurs et tout. C'est de 46 à 72. Par exemple, Bnet Sies, les filles de la politique, là, la version française est presque terminée pour passer sous édition. Et elle s'appellera Les Demoiselles de prison, en faisant un petit coup d'œil à Les Demoiselles d'Avignon et Les Demoiselles de prison. Et cette période-là, donc 65 jusqu'à 75, a vu un pouvoir sous Bourguiba complètement autiste et qui a mis tout le monde en prison pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et d'ailleurs, ce livre-là est paru après la manifestation que j'organise tous les 2 ans à le théâtre autour d'un thème de femmes, c'était Antigone. Et donc pour moi, c'était nos merveilleuses Antigones contemporaines, que tout le monde a oublié, même leurs propres camarades mâles, je leur en veux beaucoup. Et donc c'est une façon de réhabiliter aussi l'histoire pour dire que pendant cette période, il y a eu des femmes emprisonnées qui ont eu... Des enfants aussi, parce que vous appartenez à une famille, moi que je répète beaucoup, la famille Falhat. Moi je suis un Ben Falhat, ils sont Falhat. On n'a pas de lien de parenté, la seule parenté elle est intellectuelle. La ça fait Allah Irhamha, Oussama, vous aussi et tout. Vous avez éprouvé cela dans votre propre chair, avec bien sûr les souffrances qu'avait enduré votre papa. Excuse-moi Sofiane, mon papa, Sahbi Farhat, voilà. normalien bilingue des années 20, a été cofondateur de l'UGTT. Et le premier congrès de l'UGTT, c'était 46. 46, oui. Dont le président était le Cheikh Fadel Ben Achour. Oui. Et après, donc, il y avait, moi j'ai les documents, et je travaille un peu sur ça, mais toute cette période-là est éliminée. D'ailleurs, pour rigoler un petit coup, à chaque fois que je passe là-bas devant les locaux de l'UGTT, je rentre et je fais un scandale, et je dis pourquoi la photo du premier président, Cheikh Fadel Ben Achour, n'est pas accroché avec les autres présidents. Ah, bien sûr, il y a cette volonté, comme je t'ai dit, enfin, pas la volonté, l'histoire contemporaine de la Tunisie a été complètement défigurée, barbouillée, tuée, etc. Phagocytée et tout. Justement, pour reprendre cet élément-là, la femme tunisienne a milité, elle a donné beaucoup, et la femme tunisienne aussi joue un rôle essentiel dans le tissu social tunisien, intellectuel, professionnel, mais on remarque que les pouvoirs sont misogynes. Maintenant, on a un gouvernement où il y a 27 membres du gouvernement, entre 22 ministres, 5 secrétaires d'État, où il y a 3-4 femmes qui se comptent sur le bout des doigts, et en même temps, même juste pour la gauche aussi, pour les mouvements syndicaux. Depuis Slifa Messadi, la seule femme qui a accédé aux structures dirigeantes, il a fallu 50 ans après pour qu'il y ait une femme aux structures dirigeantes de l'UGTT. Donc le pouvoir est misogyne un peu en Tunisie. Là, il y a un article qui est sorti récemment. On va passer un facsimilé, la lutte des Tunisiens pour leurs droits, et Dieu créa la femme. Voilà. Aujourd'hui aussi, on a des discours anti-femmes, carrément, au plus haut niveau de l'État. Oui. Alors écoute, ce qui se passe, c'est que après toutes les lois qui sont arrivées, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'actions militantes pour cela, et tout le monde promettait la parité. Bien entendu, il n'a jamais été question de parité. Parité, c'est-à-dire, nous avons 24 ministres, il faudrait que 12 soient des hommes et 12 soient des femmes. Mais moi, personnellement, je remets même la question de parité. Écoute, si 80% des femmes sont véritablement the right persons on the right place, pourquoi il faudrait rester à 50%? Si nous avons, nous, en Tunisie, des femmes compétences nationales extraordinaires,
Alors non seulement elles n'ont pas droit à leur parité, à la 50-50, mais si elles sont en plus compétentes, pourquoi faire la parité? Je veux dire, oui, même... parce qu'il y a des gouvernements, par exemple en Norvège, aussi sur 17, il y a 11 femmes, carrément. Oui, oui. C'est-à-dire, le mérite, c'est... Justement, c'est les pays scandinaves qui ont remis en question la notion de parité. Il a dit, c'est quoi cette histoire de parité? Voilà. Et si moi j'ai des femmes magnifiques, extraordinaires, dont le nombre est supérieur aux hommes, pourquoi je n'ai pas... 70% des bachelières sont des filles. Oui. 80% des métiers comme la pharmacie ou la magistrature sont des femmes. L'avocature aussi. Oui. Les auditeurs de justice, cette année, 80% c'est des filles, c'est-à-dire les futurs magistrats. On a par exemple le résident en médecine, 85%. Je ne vois pas pourquoi la femme qui a acquis de haute lutte, avec son intelligence, des domaines qui étaient réservés jusqu'ici aux hommes, il faut qu'elle soit cantonnée, non seulement la parité qui dit 50-50, mais elles sont carrément en deçà. Et en plus, un discours conservateur, misogyne, qui est en deçà des acquis réalisés sous Bourguiba et Ben Ali, qui n'étaient pas totalement des démocrates, mais qui, au moins, avaient réalisé, parce que ça répond à un mouvement de fond de la société tunisienne. Alors maintenant, je me situe clairement. Moi, j'appartiens à la gauche démocratique, et ce gouvernement, comme tous les autres, ne me représente nullement. Quand je parle gouvernement, je parle d'un corps citoyen républicain. Il y a des personnes extraordinaires dans le gouvernement, comme dans le gouvernement de M. Farfer. Mais quand je vois la composition, moi, du gouvernement, je me dis, attends, comment... Les compétences sont là, mais la chose la plus essentielle, le programme, n'est pas là. Et un programme, il faut absolument qu'il soit accepté, discuté par tous les tenants, et surtout qu'il y ait une volonté féroce de la République pour appliquer son programme. Et là, quand je vois la composition du Parlement, d'ailleurs, moi, j'écris tout le temps, je rigole, je dis, ah, je suis en pleine crise de masochisme, je suis en train de suivre les travaux de l'Assemblée du Parlement tunisien. Et je me dis, comme tu le dis, Sofiane, je veux dire, être député, c'est pas peu. Être député, c'est porter les soucis et la réalité de sa région. Et après, les positionner par rapport à une carte plus grande qui est nationale. Alors, quand au hasard des jours, je me vois en train de suivre tous les travaux et je me dis, mais de quoi on parle? C'est pas possible. Alors que les solutions sont là. Aussi bien nos propres compétences nationales que les compétences internationales qui arrivent et qui voient toutes les études et les recherches qui ont été faites par les Tunisiens et les Tunisiennes sur tous les domaines et qui ne comprennent pas du tout pourquoi ça n'a pas été installé. Vous, Zainab Felhat, vous avez aussi plusieurs casquettes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je vous ai vu à l'œuvre, au Cap-Ban, dans les Hauts-Plateaux, dans le Nord-Ouest, faire des activités avec des gens qui vivent au ras du sol. C'est-à-dire des activités associatives, des activités liées à l'environnement et tout ça. Donc vous avez toujours milité pour ça, vous m'avez appelé à maintes reprises pour couvrir cela, pour en parler, pour vous inviter, pour répercuter tout cela. Et je l'ai fait, bien sûr, avec forte conviction, parce que j'y crois. Et donc, on a l'impression aussi que les gens, à partir du moment où ils sont élus, ils tournent le dos à ceux qui les ont élus. Je vais encore plus loin. Comment ils ont été élus? C'est ça le problème. Pourquoi... toi, moi, on ne serait pas élus, éventuellement, hein, alors que d'autres sont élus. Nous, qu'est-ce qu'on a à présenter à part notre bonne foi, notre volonté de servir le pays, etc., etc. Et nous avons dû quelque chose ici. Voilà. Mais on n'a rien ici. Donc, on ne sera pas élu. Alors, Feu Nourdin Moukhabed, qui était un grand militant de la gauche tunisienne et qui avait aussi été un acteur culturel aux éditions CRS, il disait « Nous sommes les enfants illégitimes de Bourguiba ». Oui. Alors maintenant, il y a une femme qui est en train de percer le terrain, justement, Abil Moussi. Vous qui appartenez à cette mouvance de la gauche démocratique et de la gauche qui a de très fortes convictions, bien enracinées, vous êtes né dans ce milieu. Que pensez-vous de Abil Moussi? Est-ce que c'est l'enfant légitime de Bourguiba? Et puis, est-ce que, quelque part, pour les gens de gauche, elle pourrait représenter quelque chose, un phénomène? L'alternative, tu veux dire? Oui. Alors, ma position, moi je suis membre de base depuis sa fondation de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Nous avons avancé beaucoup de lois, nous avons été insultés, tu le sais, et finalement beaucoup de lois sont passées pour le bénéfice des femmes tunisiennes.
Alors, si en même temps je suis une citoyenne très disciplinée, parce qu'a été votée la loi pour effacer le passé de tout le monde, la réconciliation, la fameuse loi de réconciliation avec les ex-RCDistes. Et moi, je ne suis pas du tout manichéenne. Ce n'est pas noir et blanc. Il y avait des gens au RCD qui étaient magnifiques. Il y avait des gens parmi nous dans la gauche qui étaient à jeter à la poubelle. Je fais la part des choses. Abir Moussi, aujourd'hui, porte son passé. C'est son passé. Bien sûr qu'elle ment, parce que quand elle se revendique de Bourguiba, d'après mes souvenirs, et dis-moi si j'ai tort, à part notre grand ami Georges Had, on n'a pas entendu parler de quelqu'un qui ait défendu Bourguiba par rapport à Ben Ali, en lui écrivant la lettre. Hamza qui n'est pas de votre tasse de thé, mais lui, il avait écrit même des lettres à Ben Ali chaque fois pour lui dire le leader est en prison, je voudrais qu'il soit libéré. Mais on n'a pas entendu parler d'Abir Moussi en train de défendre Bourguiba et la fin de sa vie à Monastir. Ça, c'est sans problème. Mais moi, par rapport à cette dame-là, nous travaillons sur des choses essentielles, c'est-à-dire l'égalité successorale. Et nous avons à la TFD, à l'AFTUR, à tout le monde, pardon, à le Teatro, on a fait des tables rondes à non plus finir, etc., sur la légitimité, aussi bien religieuse qu'économique que juridique, de l'égalité successorale. Cette dame-là, cette députée, est complètement contre. Donc elle ne peut pas être ma truc. La suppression de la 230, la loi 230 qui punit, qui sanctionne l'homosexualité adulte, elle est complètement contre. Là, donc, son programme n'est pas du tout le mien. Je regarde, je vois, j'apprécie son travail par rapport à la documentation qu'elle ramène à chaque fois, parce qu'elle ne parle pas sans preuve. Alors, preuve à l'épreuve et preuve à l'appui. Et donc, cette femme elle a un cercle qui travaille avec elle qui est très appréciable et qui te sort des statistiques. C'est la seule d'ailleurs qui sort des statistiques, des documents, etc. Mais ce n'est pas my cup of tea, sincèrement. Et voilà. L'ennemi de mon ennemi n'est pas automatiquement mon ennemi. Mais toujours est-il qu'il y a des femmes qui trouvent qu'elle est combative, qu'elle est bien documentée. Qui ont voté pour elle, qui votent pour elle, et qui me taquinent tout le temps pour me dire « Allez, viens, rentre avec nous dans son parti, ou bien dans le cercle des sympathisants. Voilà. Bon. Alors, justement, tant qu'on parle des Tunisiens à l'étranger, il y a un problème aujourd'hui. Il y a un grand mouvement qui devrait avoir lieu au niveau des ambassades et des consulats à l'étranger. Malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Nous avons malheureusement beaucoup d'ambassades, une vingtaine d'ambassades, plus de 20 postes vacants. C'est la première tâche qui attend M. Othman Jalandi, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Mais je vais vous donner quelques exemples, c'est ahurissant, bien sûr. Nous avons, bien sûr, les ambassades vacantes actuellement ou qui devraient être changées: Paris, Washington, Bruxelles, Berlin, Riyad, Le Caire, Mascate, Addis Abeba, Bagdad, Berne, Beyrouth, Budapest, Koweït, Madrid, Nouakchott, Oslo, Ramallah, Palestine, bien sûr, l'autorité palestinienne, Stockholm et Yaoundé. Les consulats généraux, on trouve Milan, Jeddah, Dubaï, Strasbourg, Arneb, Damas, Gênes, Hambourg, notamment. Qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai l'impression, la conférence des ambassadeurs n'a pas eu lieu. Généralement, elle se tient en juillet-août. Exact. Mais là, avec les péripéties politiques, je crois qu'elle ne va pas se tenir. Et on ne va pas dire comme l'ancien ministre des Affaires étrangères, il a dit, M. Alaïk a dit, les Tunisiens à l'étranger, ça ne relève pas de ma casquette. C'est-à-dire, c'était une déclaration fantasque qu'on avait critiquée, elle était ahurissante. Oui, donc là, on a l'impression que les Tunisiens à l'étranger et les intérêts de la Tunisie à l'étranger et des communautés tunisiennes à l'étranger sont le dernier du souci, ou ce n'est pas du tout un souci, pour les responsables politiques. Exactement, parce que là, pendant le confinement, comme il n'y avait pas de consulat général à Paris, la Maison de Tunisie en France a pris le relais. Et on parle toujours de la société civile, associative des Tunisiens à Paris, a pris en charge tous ces jeunes-là, étudiants, jeunes travailleurs, etc., qui étaient dans la rue, qui n'avaient rien à manger. Et tout le monde parle. Mon ami Mariam Gallouz était dans la salle, me dit on a trouvé
un répondant magnifique de solidarité de notre communauté en France par rapport à ces jeunes-là, mais lâchés dans la rue, livrés à eux-mêmes. Parce que pas de confinement, la plupart sont pas de prise en charge, oui, sans papier aussi. Sans papier, au noir, donc ils n'ont pas où dormir, comment manger, etc. Et c'est grâce à la société civile. Et la Maison de Tunisie a pris le relais par rapport au consulat général, ce qui est une honte, vraiment une honte. Et tout aussi bien, alors pourquoi je vous dis, moi ces gouvernements ne me représentent pas, la non-existence encore, le non-vote pour le tribunal administratif est une catastrophe pour la Tunisie. Nous n'avons toujours de la pas. Cour constitutionnelle. Bien sûr. Oui. Mais c'est la même chose pour des... Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de représentation diplomatique à l'étranger? Ça me rappelle le temps du président Marzouki, qui avait rompu les relations avec la Syrie, et les Tunisiens en Syrie, les pauvres, ont bavé. Ont bavé parce que tout était fermé, ils étaient pratiquement sans papier. Il y avait des gens qui dormaient sous les ponts, qui étaient laissés eux-mêmes dans une guerre civile totale. Et après, c'est avec le gouvernement de technocrates de Mehdi Jamaa qu'il y a eu ils ont ouvert ce qu'on appelle... une représentation administrative. Voilà, pour avoir au moins leurs papiers, pour circuler, etc. Je veux dire, tu as une communauté, on a travaillé, je me rappelle, en Argentine, au Festival de théâtre d'Argentine, et l'ambassadeur là-bas, il y avait une ambassade qui représentait, vous allez rire, 35 personnes. Oui. Bon, pour X raisons, ils ont ouvert une ambassade. Mais là, quand vous lisez tous ces grands pays, qu'il y a une forte minorité aux communautés, disons, tunisiennes, où ils n'ont pas de représentants diplomatiques, c'est une catastrophe humaine, financière, justement, on va psychologique même. Hein. On va prendre avec nous un invité qui est en l'occurrence M. Tawfiq Hasnaoui, qui vit à Grenoble, mais qui est président de l'association Unité pour la Tunisie. Tawfiq Hasnaoui, vous m'écoutez, il va passer avec nous par Skype en direct. Là, Tawfiq Hasnaoui. Tawfiq Hasnaoui. Oui, bonjour, c'est bien, je vous entends très bien. Malhabik Tawfiq Hasnaoui. Donc, vous représentez les Tunisiens à l'étranger, pas uniquement en France ou à Grenoble. Beaucoup de Tunisiens, moi à Grenoble, une fois j'ai rencontré une famille, ils m'ont dit on ne peut pas rentrer. Avant le Covid et tout ça, j'ai dit pourquoi? Ils m'ont dit les frais pour retourner au pays, pour revenir sont trop chers. Une famille composée de 2 enfants, d'un couple et de 2 enfants, ça peut revenir à 10 000 dinars rien qu'au part de transport. Et donc, sans parler bien sûr des autres coûts afférents ou collatéraux. Alors, les Tunisiens à l'étranger sont en train maintenant de peiner. Si vous pouvez nous donner, bien sûr, un topo de la situation actuellement. Zain Farhat parlait des Tunisiens livrés à eux-mêmes à Paris et ailleurs, et c'était grâce à la société associative qu'il y a eu, bien sûr, qu'on a pu colmater les brèches, un temps soit peu. La situation Covid-19, les Tunisiens à l'étranger, en France et à l'étranger. En fait, c'est Sofiane, tout d'abord, bonjour à toi et à vos invités. Si on veut traiter le problème ou le dossier, comme ils aiment bien à le nommer, des Tunisiens de l'étranger, moi je vais essayer d'attaquer le problème d'un autre angle. Si Sofiane, ils veulent exactement nous faire rentrer dans les détails, nous amener vers les détails qui sont quelque part insolvables. C'est-à-dire on va parler des passeports, des problèmes ici et par là. Le problème des Tunisiens de l'étranger aujourd'hui est un problème strictement structurel. C'est-à-dire aujourd'hui en Tunisie, il n'y a depuis des années, depuis des décennies, il n'y a aucune volonté politique, à part les artifices, bien sûr, et les mascarades qui font tous les ans suite au retour des TRE, au port, à l'aéroport, les bienvenus et autres. Bref, mais structurellement parlant, il n'y a aucune volonté politique depuis des années d'avoir un regard envers les Tunisiens de l'étranger autant que levier, un des principaux leviers du développement en Tunisie. Développement économique et social et autres. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de nous balancer quelques miettes. On est en train de nous traiter comme si nous étions quelque chose d'exotique, d'estival, des gens qui rentrent tous les ans pour les vacances puis rentrent chez eux. Mais le vrai problème, Sofiane, aujourd'hui, et c'est très long à développer, mais moi je vais essayer de le dire rapidement. Le vrai problème, c'est que les Tunisiens de l'étranger aujourd'hui ne sont pas traités à leur propre et à leur vraie valeur. Chaque fois qu'il y a un événement en Tunisie, institutionnel, ou un événement occasionnel, ou annuel, ou un forum, ou une réunion,
ou peu importe, tout le monde, en rapport avec les TRE bien sûr, tout le monde est présent, tout le monde parle, tout le monde intervient, sauf les TRE. Le dernier forum organisé par l'OTE, un forum virtuel qui a coté à l'occasion 300 000 dinars, et ça, monsieur le PDG de l'OTE doit nous expliquer si c'est vrai ou pas, mais l'information sûre que j'ai, c'est que ça a coté 300 000 dinars. 300 000 dinars. Voilà. Ce forum-là, aujourd'hui, qui a été organisé par l'OTE, ben, les principaux intervenants sont des gens qui résident en Tunisie, à part M. Battir qui est à Paris, des gens qui des techniciens ou des intellectuels ou autres, qui vivent en Tunisie et qui viennent nous parler des Tunisiens de l'étranger en l'absence des Tunisiens de l'étranger. C'est fantastique quand même. Et ça dure depuis des décennies. C'est-à-dire, l'élite des Tunisiens de l'étranger... C'est un cas d'école, c'est-à-dire le contre-exemple. Zainab, vous pouvez intervenir avec nous, Zainab Falhat. Donc, et aussi, maintenant, les Tunisiens à l'étranger ne sont pas représentés à l'échelle politique ou administrative. Bien sûr, il y a l'OTE, il y a bien sûr les syndicalistes qui ont la part du gâteau aussi à travers des représentants dans certains consulats et ambassades. Tout le monde y est, sauf les Tunisiens à l'étranger qui ne sont pas représentés. Si on prend, par exemple, l'expérience algérienne ou marocaine, on trouve qu'ils sont à des années-lumière de notre expérience qui est Jurassic Park en la matière. Je faisais partie de l'instance Ben Achour, ce qu'on appelle l'instance Ben Achour. Oui, l'instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution. Voilà. Oui. Et il y avait 4 représentants des Tunisiens à l'étranger qui étaient pris en charge, qui sont venus et qui ont fait... Donc on a travaillé pendant 11 mois à peu près. Ils étaient là, les 4 étaient là, de toute tendance idéologique. Voilà, mais après, on n'a plus rien. Voilà, c'est pas normal qu'on commence si bien mais les écoutes. Si je peux intervenir, on va y arriver des fois sur les quelques personnes qui, soi-disant, représentent les TRE et qu'on invite ici et là. Mais Sofiane, merci à toi de m'avoir donné cet espace, parce que je dois quand même vous parler rapidement de quelques chiffres qui datent de 2017, c'est les chiffres du FMI, de la Banque mondiale et des Nations Unies. C'est très important, Sofiane. Le FMI, dans les nouvelles statistiques du FMI, on est en train d'affirmer plutôt que les Tunisiens de l'étranger représentent 6% du PIB tunisien, 25% de l'épargne nationale, 5500 projets, dont 2 tiers dans le secteur des services, et 1 tiers des TRE à l'étranger, c'est des élites occupent des postes de management, de services et de recherche scientifique. Entre autres, à l'occasion, je vous dis que récemment, ma fille a été contactée par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà les élites des TRE. Deuxièmement, si je viens, et ce qui est important, dans perspective de l'économie mondiale du 14 octobre 2017, le FMI confirme que le TRE transfère en Tunisie presque 10% du PIB. Le tout en devise forte, 2,5 milliards de dollars, cela dépasse 8 milliards de dinars. Autre chose, si Sofiane, ces transferts forts en devises, documentés par le FMI bien sûr et la Banque mondiale, représentent le triple de l'investissement direct extérieur. C'est très important, et le quintuple du total des montants de l'assistance internationale apportée à la Tunisie. Vous vous rendez compte ce que font les TRE par rapport à la Tunisie? Oui, je vous donne rapidement. Si tu as fait crasser, oui, ces chiffres sont très pertinents. Ça dépasse même le volume du développement qui est contenu dans le budget de l'État, qui a 6 milliards de dinars, mais là, 8 milliards de dinars, c'est 125%. Donc, on a l'impression que les Tunisiens à l'étranger sont considérés, entre guillemets, comme la vache à lait, comme la vache à traire, on prend l'argent et puis ils sont déconsidérés. Je vais vous donner le chiffre brut, parce que là, on parle de net. Rapidement, Sofiane, j'en ai pour 30 secondes, pas plus, pour les chiffres. Les TRE génèrent 3 fois plus en devises rapportées par l'ensemble du secteur touristique actuellement. 2017, la recette du tourisme est devenue de 2,6 milliards, les TRE+. Et enfin, monsieur Ben Farhat, très important, l'apport économique brut des TRE selon la Banque mondiale et le FMI est de 13% du PIB. C'est-à-dire, aujourd'hui, au total, on arrive à 13 milliards de dinars. C'est un truc de dingue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour répondre à la dame qui tout à l'heure qui a parlé des 4 personnes présentes pour représenter les TRE? Il faut savoir aujourd'hui. Je suis pas la femme. Et Madame Zainab Farhat, oui.
la dame, excusez-moi, Madame Zayn, parce que je n'ai pas retenu votre nom, et mes respects. Alors, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit le TE, le ministère des Affaires sociales ou autre, quand on parle des gens qui représentent les TRE, qui sont quelquefois invités ici et là en Tunisie ou ailleurs, ben écoutez, aujourd'hui, les vrais militants, les vrais bosseurs, les vrais travailleurs, ceux qui sont en contact sur le terrain avec le TRE, ceux qui sont en contact avec les décideurs français ou étrangers, ceux qui sont en contact avec ceux qui détiennent la décision politique et administrative en France pour apporter un soutien au TRE ou à la Tunisie. Ces gens-là sont systématiquement absents. Écartés. Je le dis et je l'affirme et j'assume ma responsabilité. Madame Zayn Farhat dit qu'ils sont écartés, mais Tawfiq Hassaoui, encore faut-il qu'ils soient élus aussi. Ces gens-là, on doit trouver une structure qui représente les Tunisiens à l'étranger et qui sera choisie, donc qui serait choisie par les Tunisiens justement à l'étranger et qui ont cette légitimité-là. Je ne parle pas des élus dans les circonscriptions électorales pour le Parlement, mais un haut conseil des Tunisiens à l'étranger, un directoire, une institution nationale. Voilà. Si je viens, je vous donne un scoop. On a fini de ramasser les dossiers, de réunir les dossiers pour décider de cette instance-là qui est le Conseil tunisien de l'étranger en septembre dernier. Et finalement, ils ont commencé à sélectionner en entonnoir 50 associations, puis 40, ils sont arrivés à 25 pour choisir les 18 associations qui vont représenter les TRE dans ce Conseil. Vous savez ce qui s'est passé, Soufiane? Eh bien, à cause des luttes intestinales politiques et des luttes misérables ici et là par des partis politiques, eh bien, tout a été stoppé parce que les partis politiques ont voulu choisir des associations affiliées à leur rang. Et dans ce cas-là, le projet est tombé dans l'eau et tout est à refaire. On a failli justement, je voudrais vous poser une question pour... Je suis d'accord avec vous, je suis au courant. Oui, voilà. Georges Peggy, je crois qu'il disait « Tout commence en mystique, tout finit en politique ». Alors, Monsieur Raspen Jalandi et Monsieur, Son Excellence le Président de la République, si vous aviez à leur dire en 2 mots un message concernant les Tunisiens à l'étranger, parce que le Président de la République, il porte la casquette des affaires étrangères, et bien sûr les Tunisiens à l'étranger sont aussi dans ses préoccupations majeures, ou devraient être, et M. Raspen Jalandi est le ministre des Affaires étrangères, il est l'enfant du ministère, il a déjà été ministre des Affaires étrangères auparavant. Que leur diriez-vous en 2 mots, Tawfiq Hassaoui? Je rappelle que vous êtes le président de l'association Unité pour la Tunisie. Alors, j'ai le même message pour Monsieur le Président de la République et pour Monsieur Jalandi. J'ai le même message. Premièrement, s'ils vont suivre les mêmes ornières suivies depuis des décennies en rapport avec les TRE, tout sera avoué à l'échec. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on va suivre les mêmes recettes, les mêmes instances, les mêmes personnes, les mêmes soi-disant représentants des TRE, officiellement ou officieusement, etc. Le système qui existe depuis 30 ans, c'est voué à l'échec. Aujourd'hui, si on veut valoriser les TRE comme un levier, un des principaux leviers du développement économique en Tunisie et leur donner leur propre valeur, il faut aujourd'hui changer de tactique. Aujourd'hui, il faut contacter directement les gens actifs à l'étranger. Il faut contacter les gens qui bougent. Il faut contacter les gens qui ont un minimum d'objectivité dans leur travail par rapport à la promotion des TRE de la Tunisie et l'étranger. Et aujourd'hui, on a remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une instance classique, ancienne, comme le TE ou autre, ou bien des personnalités politiques qui prétendent représenter, ou bien des secrétaires d'État aux Tunisiens d'étrangers et autres, toujours c'est la même recette et qui est vouée à l'échec. Moi, je leur demande sérieusement de changer de tactique, de se renseigner, de changer de fusil d'épaule et d'aller vers les gens qui sont vraiment sur le terrain à l'étranger, qui représentent les TRE, qui ont accompli, qui ont eu des accomplissements aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, si je viens, par exemple, je parle de moi, et je suis obligé de le dire, je viens de décrocher un accord avec le département, là où je réside, pour la promotion des journées de la Tunisie à Grenoble, qui est une promotion pour la Tunisie. Et l'an dernier, j'ai décroché l'accord de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, c'est pas mon travail, c'est un travail normalement de consul ou d'ambassadeur. Eh bien, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième région de France. Et je viens de décrocher l'an dernier un partenariat en vue de quoi? En vue de promouvoir la Tunisie à l'étranger sur tous les plans. Voilà. Voilà, très bien, Tawfiq Hassaoui.
Je vous remercie énormément pour votre témoignage. Je connais vos activités de terrain, vos préoccupations et aussi vos coups de gueule quand il le faut, parce qu'il faut avoir des coups de gueule aussi vis-à-vis de tous ces bureaucrates. Oui. Un dernier message, s'il vous plaît, je vous donne l'occasion rapidement, s'il vous plaît. Un message à M. Mohamed Trabelsi qui a été reconduit. S'il vous plaît, c'est Mohamed. On est prêt à vous tendre la main, à travailler avec vous. Changer de politique, changer de personne, changer de système, et on sera avec vous en vue de promouvoir la Tunisie étrangère et d'aider les TRE. C'est Mohamed Trabelsi. Notez bien ce message. Il ne faut plus aller travailler avec l'ancienne méthode. On a vu ce qu'elle a donné. J'ai pas envie de revenir sur les détails. Mais si vous voulez, on vous tend la main. On vous tend la main. Merci, au revoir, à très bientôt. On vous reprendra, Inch'Allah, avec nous pour témoigner. Alors, pour passer à un autre aspect, Zainab Farhat... Si tu permets, là, par exemple, ce qu'il vient de dire, c'est exactement ce que nous vivons, notre génération. C'est qu'il y a de nouvelles générations qui sont là et qui travaillent, donc qui rajeunissent aussi la société civile. Le problème qui se pose, c'est j'arrive, je prends le tout. Je prends l'espace. Or, l'espace est déjà occupé par les aînés. Alors, il y a un modus vivendi qui doit se faire en disant, moi je me retire aussi, moi, notre génération, mais nous avons aussi un savoir-faire extraordinaire, nous avons un relationnel extraordinaire, et donc comment faire pour que les générations, les nôtres, continuent à travailler avec autant de bon cœur, d'ouverture, avec les jeunes générations, qui trouvent que l'espace est trop bouffé. Mais nous, quand on est arrivé, l'espace était bouffé par d'autres aussi. Et on a travaillé pour grignoter l'espace public, associatif, petit à petit, pour nous imposer. Donc, il y a un malentendu profond qu'il faut absolument... Moi, je saisis à 100% ce qu'il dit, parce qu'il parle de mes amis, de mes camarades, de mes relationnels, etc. Et il y a, quand il parlait de vote, élection, etc., etc., oui, c'est vrai, il y a une volonté de dénigrement des uns par rapport aux autres. Et les uns, les vieux comme nous, ne veulent pas lâcher, et les autres veulent tout prendre. Alors ils sont impatients. Il y a une équation voilà, il y a une équation, il y a un équilibre à installer, et profiter de la fougue des jeunes, et de l'expérience et du relationnel, du carnet. Oui. Zain Farhat, je voudrais justement saisir l'occasion, vous êtes là pour vous parler de deux choses, vraiment, essentiellement de la culture. Alors, il y a André Azoulay, que vous connaissez très bien, qui est conseiller de Sa Majesté le Roi du Maroc, qui a la fille déclaré... est présidente de l'UNESCO. Oui, qui a déclaré, bien sûr, qui a été aussi à l'association Annalinde et tout ça, au Caire, qui a déclaré récemment que le tourisme de demain sera celui de la culture, de l'écologie et du bien-être. Et là, moi, je trouve que Bronzé Idiot, le tourisme balnéaire, tout ça... Qui connaît le principe, le concept de ne pas bronzer idiot maintenant? Voilà, ne pas bronzer alors que c'est une excellente initiative des années 70. Oui, du temps de Ahmed Esmé, oui, dans le temps, quand il est ministre de la Culture, il y avait une promotion de ce slogan dans le tourisme, et c'était une politique. Donc, actuellement, la culture, c'est ce qui reste quand on aura tout oublié. En Tunisie, il n'y a que des passations entre différents gouvernements. Sheila Zlati, le ministre de la Culture, elle est là pour 6 mois et elle part. Il y a un nouveau ministre, et avant elle, il y a un ministre qui n'a pas tenu, qui a fait l'enfeu lui aussi. Donc, aujourd'hui, on a l'impression aussi que le dernier des soucis des politiques, c'est la culture. Pourtant, tout est culturel, en fin de compte. Ça revient toujours à des concepts. Oui. Et même la violence, c'est une pathologie de la culture. Il y a un décalage dans le système de valeurs, il y a des violences et le terrorisme, il y a tout. Donc, vous qui travaillez, et moi j'en suis témoin depuis longtemps dans le domaine de la culture, moi je me souviens quand le théâtre a été fondé à la fin des années 80, c'était un espace vide et à l'entour il n'y avait rien. Il y avait Fawzi Mezi et moi, Souad Ben Slimane, pas mal de gens qui venaient, qui fréquentaient cet espace nouveau, et après, c'est devenu un espace. Il y a eu d'autres espaces, bien sûr, Al-Hamra et beaucoup d'autres espaces, Najmet Chamel et tout ça. Donc, réellement, est-ce que la culture, c'est... déjà, le budget de la culture, il est pauvre, et les pouvoirs ne se sont pas encore rendus compte de l'importance de la culture pour la citoyenneté, et pour le ciment national, et pour la bonne politique. Alors, si tu permets, pour ça, je vais juste vous parler d'une petite expérience que j'ai faite. Par hasard, j'ai eu entre les mains le rapport du ministère de l'Éducation nationale.
Moi, je suis ressortissante de l'IPSI. Et M. André Boyer, oui, Boyer, le grand. Il nous disait, n'ouvrez pas la bouche, n'écrivez rien si vous n'avez pas quelque chose d'officiel. Donc c'était un rapport du ministère de l'Éducation nationale et le rapport aussi de l'Observatoire national de la jeunesse qui avance. Moi j'étais catastrophée que depuis 2011, nous avons 100 000 abandons scolaires. 100 000 abandons scolaires depuis 2011. Par an. Par an. Ouais. Donc, ça fait 1 million sur une dizaine d'années. Voilà, l'année prochaine, nous aurons 1 million de jeunes qui n'ont ni formation académique ou scolaire minimale, ni formation professionnelle. Moi, sur le Et qui sont hors statistiques, qui plus est. J'étais véritablement scandalisée. Et je rends grâce à ce grand monsieur qui est parti, malheureusement, c'est Wahid Brahim. Ah, le grand. Le grand Siwahid. Oui. Et qui descendait de l'Hawari, chaque fois qu'il descendait, pour les jeunes, Wahid Brahim était l'homme du tourisme tunisien. Oui, parce qu'il faisait aussi du tourisme culturel. Oui, c'est lui, c'est un grand, grand bonhomme et j'espère qu'on va travailler sur lui aussi. Et donc, il est descendu à Tunis, à la retraite, il a repris donc, sa base à l'Hawari, d'où il vient. Il me dit, qu'est-ce que tu as? Je lui dis, je n'en peux plus, qu'est-ce que ça veut dire, 100 000 par an, et les jeunes, et les pauvres, là. Il me dit, est-ce que tu as... Ah, quelque chose d'important. Une des causes principales de l'abandon scolaire des jeunes Tunisiens et Tunisiennes en milieu rural, c'est l'éloignement de la maison, de l'habitation par rapport à l'école. Et donc moi, j'ai travaillé sur ça, grâce à Siwahid et grâce à mon ami Nchira Bebo. C'est-à-dire que dans les zones rurales, quand vous circulez, il y a les écoles qui sont sur les routes nationales. Mais ce qu'on appelle en tunisien « Oral Blaik », c'est de là-bas que viennent la majorité des élèves. Et tu ne peux pas y accéder en voiture ou moteur. Il faut ou un trax ou un tracteur. Donc, pourquoi on parle d'écologie? Juste pour te donner une idée, on a commencé à travailler sur l'école elle-même, parce qu'il ne faut jamais, en tant que travail de société civile, il ne faut jamais faire le vertical. Il faut toujours travailler en horizontal. Oui. On a travaillé sur l'école qui est très belle, l'école Mta Shraf. Et Shraf lui-même a un olivier, le plus vieil olivier d'Afrique. Ouais. C'est-à-dire, s'il y avait la promotion de tout ce que nous avons en Tunisie comme trésor archéologique et autres. Plein de Dar Alouch, Shraf, plein de Hawaria, l'Aquilaria. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Donc, on a travaillé sur l'école elle-même, c'est-à-dire réhabilitation, etc., etc. Puis après, on a été acheter une carrita qu'on a donnée à des jeunes là-bas sur place, ressortissants de l'école des Beaux-Arts. Ils nous l'ont fait très jolie grâce aussi encore à Nchira Habibou. Puis, grâce à l'association, est-ce que tu sais qu'il y a une association en Tunisie qui s'appelle l'Association de la sauvegarde des ânes tunisiens? Ah, les ânes. Les ânes. Oui. Et l'ami Edib Samoud m'a pris et il m'a choisi une mule. Et je suis devenue spécialiste. La différence entre un mulet et une mule. On a acheté la mule et on a donné ça à une dame qui habite à Safsafia, qui est le plus loin point par rapport à l'école de Sharaf. Et cette dame-là, le matin, elle se lève, elle tourbote. Elle lit, elle attache la mule, elle met, c'est pour 7 personnes, elle prend les élèves à l'école, revient chez elle, et au bout de 2 mois, notre association Zanoubia, ça aussi c'est un projet Zanoubia, on lui a acheté un petit cheptel. Parce que c'est une ouvrière agricole qui est très mal payée, etc., pour agrandir ça. Et malheureusement, Sofiane, alors, ça fait plaisir aux enfants. Parce que sur le chemin de l'école, il y a des agressions aussi bien animales que humaines. Bien sûr. Que jeter à la race. Les intempéries, les conditions de vie, une région venteuse et tout ça. Un enfant de 6 ans doit quitter la maison à 6 h du mat parce qu'il doit faire 2 heures à pied pour arriver à l'école. Pour arriver à 8 heures. Là, avec la carrita, la carriole, il me disait très snob, 20 minutes, même pas, 20 minutes seulement, c'est magnifique. Cet exemplaire-là qu'on a fait, ce prototype, je l'ai montré à 2 ministres de l'Éducation nationale pour prouver que ça servira à tout le monde, avant toute chose des élèves. Deuxième chose, les ânes tunisiens, qu'on le veuille ou pas. Oui. Donc l'écologie. Et tu fais travailler les gens.
Oui. Alors, il y a un dernier aspect sur lequel on va... C'est pourquoi je dis que pour Azoulay, il a totalement raison. Et en plus, les solutions sont très simples. Une carita qui prendrait des élèves, grandes ou petites, qui prendrait des élèves de la zone rurale pour prendre juste 20 à 25 minutes en carriole, plutôt que faire 2 heures, ils sont violés, ils sont dévorés par les animaux sauvages. Et après, on se dit, aujourd'hui, la criminalité des jeunes. Oui, la jeunesse, nous avons un taux élevé de criminalité. Bien sûr, mais il y a des conditions souterraines bien sûr, qui ont quitté l'école. Alors, on va passer au dernier aspect. On prend encore quelques minutes pour clore l'heure. Oui. On va parler justement de la tolérance. La tolérance, vous savez, c'est un concept, tout le monde en parle. Même en France, il y a très peu de livres depuis le traité de la tolérance, sur la tolérance de Voltaire. Il y a très peu de livres qui parlent de la tolérance, parce que maintenant, il y a l'intolérance partout. Elle est un peu chichiteuse, politiquement correcte et tout. Et donc, vous travaillez justement... Le mot tolérance, moi. Hein? La tolérance, c'est un mot qui est vertical, comme ça. C'est que moi, je te tolère. Oui, au début, il avait une connotation un peu péjorative, voilà. C'est-à-dire tolérer quelque chose, j'ai la grandeur de t'accepter tel que tu es. Mais toujours est-il que maintenant, il y a un problème aussi de convivialité entre les communautés, entre les religions, parce qu'il y a cette émeute identitaire, ces identités meurtrières et tout ça qui sont en train d'occuper les espaces, surtout en Méditerranée, entre le nord et le sud et tout ça. Donc vous travaillez justement sur cet aspect assez important. Vous tenez, il y a une manifestation assez importante qui parle justement, on va passer justement le fascicule, les manifestations de religiosité en Tunisie et bien sûr Zenoubia, l'association en parle, El Teatro, la fondation Helixpol aussi Siftung en Tunisie. Et c'est très important que les gens, parce que les Tunisiens doivent savoir, nous sommes musulmans, bien sûr, nous sommes très fiers de notre islam, vous parliez de Fadl Achour, mais aussi Saint-Augustin était tunisien, et c'est l'un des 4 docteurs de l'Église universelle et tout. Et donc, cet aspect-là, il va toucher aussi un large spectre de gens, et des jeunes aussi. Oui, alors c'est magnifique, parce qu'en parlant, en discutant avec mon ami Wahid Safi, qui est docteur des sciences de la religion, c'est en parlant comme ça, en discutant, petit à petit, on est arrivé et on a monté donc cette rencontre-là pour dire que moi, je suis très fière de dire, moi, je suis tunisienne. Et derrière la tunisianité, il y a eu des strates de civilisation extraordinaires. Et aucune strate ne doit négliger ou ignorer ou mépriser l'autre. Donc, moi, je me suis occupée de tout le côté organisation. Et c'est Wahid Safi qui a donc travaillé sur ça. Et nous avons mis sur la scène del Teatro de grands docteurs de recherche en sciences de la religion et pour parler de certaines religions et madhab, rituels, non. Non, disons les différentes sectes, croyances, les différentes tendances. Voilà. Donc, voilà. C'est des docteurs qui arrivent, qui ont fait leur doctorat et qui enseignent ça, et qui arrivent et qui parlent de leur sujet. Puis après, ça a résonance sur la Tunisie, sur le plan historique. L'islam en Tunisie, par le professeur Abnejid Sharfi, par exemple. Et là, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, on a travaillé sur l'islam en Tunisie, la judaïté en Tunisie, Fawzi El Bedoui, la chrétienté en Tunisie, le père Jean Fontaine, le catho, c'est très important. Oui, qui avait une collection d'ânes aussi, hein, parce qu'il a créé la blessure de l'âne. Pardon ? Il avait une collection d'ânes formidable. Oui. Il a écrit un livre, il a commis un livre. Et il est docteur en lettres arabes aussi. Jean, c'est notre ami depuis 30 ans. Et là, moi-même, je veux dire, on n'arrête jamais cette soif de curiosité et d'apprendre et le savoir. J'ai appris qu'il y avait, par rapport aux Bahaïs en Tunisie, les Bahaïs en Tunisie. Ils sont représentés, oui. Ils sont bien présents et leurs rites sont clairs. Les Ibadiyin, surtout Bazef et Gerba, et dans le Big Boss, et le Big Boss de tous les etc. Bien sûr. Je veux dire, et tu es les chiites. Le chiisme, bien sûr, le protestantisme aussi, l'école anglicane. Exactement. Donc, toutes ces belles conférences qui sont doctes un peu, mais quand même assez vulgarisées. Nous sortons en arabe,
Al-Ma'rifa al-Ma'rifa, et en français Savoir Savoir. Et surtout, toutes les conférences ont été enregistrées de façon professionnelle et elles vont être mises sur YouTube, parce que je voudrais que vous, qui m'écoutez de l'étranger, surtout les francophones, s'il vous plaît, écoutez plutôt des gens qui ont passé au moins 10 ans de leur vie à faire des recherches sur tel et tel sujet, et pas le petit imam là du coin qui ne sait même pas la langue arabe, alors que la langue arabe, la langue du Coran par exemple, est tellement dure que ceux qui ont fait, et celles qui ont fait des études de al-fiqh al-islami, c'est des docteurs de lettres arabes. Théologique, bien sûr. Non, c'est des du docteurs temps de lettres Soliman le arabes. Magnifique, pour devenir imam, il fallait savoir monter à cheval, connaître l'hébreu, le latin, l'arabe, des langues étrangères et tout. Bien et sûr. maintenant, on a des ignares qui sont en train de prendre la Et qui chair te et tout. parlent, alors Voilà. que bin al-dhamma ou le kasra dans la langue arabe, le mot Tout change. change. Donc, Voilà, pour voilà, conclure, grosso moi, modo. justement, je voudrais citer en témoignage Claude Julien. Il était venu en Tunisie en 1986. Nous, c'est l'école, le journal Le Monde, du Le Monde diplomatique, ça a toujours été ça. Et je me souviens, Le Monde diplomatique, à l'époque, sortait toujours une nouvelle. On a des coups d'État, on a des trucs, des analyses de Sciences Po et tout. Et il y avait toujours une nouvelle à la fin. Et moi, je lui avais demandé, avec un autre confrère journaliste, pourquoi cette nouvelle? Il m'a dit, c'est une manière de renvoyer à l'humain. Wow, c'est magnifique. Donc, recevoir une grande dame de culture, actante culturelle comme vous, c'est aussi renvoyer à l'humain parce que... Je vais te parler, Sofiane, et je termine. Moi, j'adore Cheikh Abdelrahman el-Kawakibi. Oui, le grand Kawakibi. Le grand Kawakibi, qui est de la même génération que Cheikh Tahar Ben Achour. Et qui a une phrase que tu pourrais peut-être traduire, et qui résume à chaque fois, et qui dit « La shay'a ya'lu fawqa as-sama' al-insaniyya ». Et à chaque fois, je voulais traduire et rien... Et la magnanimité humaine, un peu la magnanimité et tout ça, oui, Kawakibi, qui était un grand... La tolérance humaine, rien ne vaut d'être dans cette tolérance humaine et d'aller vers l'autre. Je veux dire, personne n'est au-dessus de l'autre. Et justement, c'est en résolvant ses propres problèmes culturels, qui je suis, que tu peux aller vers l'autre sans complexe ni d'infériorité ni de supériorité. Moi, je porte une civilisation, toi aussi tu portes une histoire, et donc on parle et tout simplement... Saint-Exupéry, dans son livre « Lettre en otage », il dit « Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. » Donc, avec Zainab, ça a été une heure de papotage, disons, culturel, mais aussi de renvoi à cette actualité. Nous espérons que... bientôt, nous nous retrouverons pour une nouvelle édition de Sans Tabou. Une minute pour notre, aucun problème. Pour notre actuel ministre de la Culture, des Affaires culturelles. Ce monsieur, Walid Zidi, que je respecte énormément, que je ne connais pas, qui est jeune, tiens, c'est bien, un jeune au gouvernement, docteur de lettres arabes, j'adore. Mais ce monsieur-là est aveugle. Est-ce qu'on peut penser mettre ministre de la Culture un monsieur qui est aveugle? C'est une catastrophe pour nous, moi je le dis, je l'ai écrit. Parce que ce monsieur-là, avec tous mes respects, donc sera totalement à côté de tout ce qui est, à part la musique et les livres, qu'il faut avoir en braille en plus, il ne pourrait pas accéder ni au théâtre, ni au cinéma. Mais il y a des gens qui refusent justement cela pour dire, bien sûr, parce que c'est le spectacle, ok. Mais on avait l'exemple de Taha Hussein, l'illustre aveugle, qui était ministre de la Culture. De l'Éducation nationale, s'il vous plaît, monsieur. Oui, ministre de l'Éducation nationale, oui, d'accord. De l'Éducation nationale, après parce avoir l'époque, écrit il y avait le des centaines et des centaines d'ouvrages. C'est un monsieur qui avait là. Il n'avait pas 36 ans quand il était ministre. De l'Éducation nationale, je comprends Non, il avait parfaitement. écrit Mustaqbal Saqaf Fima, c'est un tas de livres. Écrire est une chose, mais être ministre... Mais est-ce qu'aussi on peut faire une ségrégation à partir... C'est pas une ségrégation, ça c'est la réalité. Moi, ce que j'ai proposé, je leur ai dit, ce monsieur-là, fort respectable, pourquoi ne pas créer un secrétariat d'État pour les handicapés, qui serait relié au premier ministère, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de ça, il y a beaucoup d'argent qui arrive. Moi, j'ai été proche de 3 associations d'handicapés et je sais qu'il y a énormément de mauvaise gestion, disons. Et les choses sont vraiment réduites. Pourquoi ne pas créer un secrétariat d'État aux handicapés sous la tutelle du Premier ministre? Mais est-ce qu'être aveugle, c'est un hiatus devant la culture? Exactement. C'est-à-dire que si on prend Jorge Luis Borges, qui a l'illustre argentin, et qui d'ailleurs, Umberto Eco, j'en parlais hier avec un ami,
dans Le Nom de la Rose, il s'appelle Georges, le personnage qui est dans la bibliothèque. Oui. Il était aussi malvoyant, on dit, bon, dans le politiquement correct, on dit oui, ça. malvoyant, excusez-moi. Voilà. Est-ce que être malvoyant, c'est un handicap pour la culture? Oui, monsieur. Parce que je vais vous dire quelque chose. Pour signer un papier officiel, il faudrait qu'il y ait 2 personnes assermentées à ses côtés tout le temps pour qu'ils signent. Il faudrait alors, ou ils écrivent en braille, ou en audio, il faut lire le document. Moi, je me suis renseignée, il faut lire le document devant 2 personnes assermentées pour qu'ils puissent être d'accord et pour qu'ils signent. Ne serait-ce que le côté pratique. Sinon, pourquoi veux-tu que moi, El Teatro, par exemple, qui reçoit de la danse, du théâtre, de l'art visuel, l'exposition, pourquoi moi, je n'ai pas droit à une visite ou des observations ou quoi que ce soit de la part de mon ministère? En tout cas, le débat n'est pas épuisé, c'est une approche, mais toujours est-il qu'il y a des gens qui prendraient cela comme étant une espèce de ségrégation. C'est pas une ségrégation, c'est une question de réalisme. Sont considérés comme étant des laissés pour compte aussi. Non, c'est du réalisme, oui. Sofiane. Est-ce que tu me verrais, moi, danseuse au Bolchoï, par exemple? C'est pas possible. Il faut être réaliste. Maintenant, malheureusement, on n'a plus le temps. Nos amis techniques sont les techniciens en train de passer le générique de l'émission. On en débattra amplement, Inch'Allah, dans une prochaine rencontre. On va voir la semaine prochaine son tabou en français.